Monsieur Laval, dira Pétain à la fin de décembre 1943, Monsieur Laval a une véritable maladie. Le 13 de chaque mois, il imagine toujours qu'il lui arrivera un malheur. C'est un enfantillage ridicule. Ridicule, vraiment. Que Pierre Laval soit hanté par le souvenir de ce 13 décembre 1940 où il s'est vu, lui, le politicien exercé, chassé du pouvoir par Philippe Pétain, soldat qu'il imaginait sans malice ni mystère, c'est l'évidence. Jusqu'à sa mort, il remâchera l'amertume de ce 13 décembre 1940, en portera la blessure, en souhaitera la revanche et y travaillera. Pierre Laval, que Maurice Martin du Gard montre de plus en plus sensible aux réponses que lui apportent les cartes, n'a d'ailleurs pas tout à fait tort de tenir le 13 pour un jour maléfique. Alors qu'il est revenu au pouvoir le 22 avril 1942, qu'il a obtenu du maréchal Pétain les garanties qu'il exigeait, qu'il est chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Information, le 13 novembre 1943 a failli lui être fatal. Dans l'après-midi du 12 novembre, il a été alerté par un fonctionnaire de la radio, respectueux de la hiérarchie. Le cabinet du maréchal vient d'envoyer pour traduction et diffusion à l'étranger le texte d'un important message que le maréchal a l'intention d'enregistrer et qui sera retransmis le lendemain. Le président Laval est-il au courant? Non, le président n'est pas au courant. Cet homme soupçonneux est également un homme négligent. Trop occupé d'ailleurs par son combat quotidien contre les exigences allemandes, contre tout ce qui réduit l'autorité de Vichy, dans un pays dont l'administration se défait et où le pouvoir change de main pour attacher de l'importance au complot du modeste entourage du maréchal comme aux manifestations de volonté qui agiteraient encore le chef de l'État. En avril 1942, Laval s'était imposé une heure de conversation quotidienne avec le maréchal. Étant le dernier à parler, il s'imaginait certain de l'emporter. Mais très vite, il a abandonné une habitude qui lui pesait, si bien que lorsque le 12 novembre, à 16h30, il se rend dans le bureau du maréchal, sa surprise va être totale. Philippe Pétain lui tend 2 textes. Un acte constitutionnel numéro 4 relatif à la succession du chef de l'État, succession qui devait lui revenir. Or, en cas de décès du maréchal, toute disposition prise depuis le 10 juillet 1940 qui porterait atteinte à la jouissance et à l'exercice de l'Assemblée nationale se trouvant abolie, le pouvoir constituant ferait retour au Sénat et à la Chambre des députés, actuellement prorogée, dont la réunion constitue l'Assemblée nationale. Après avoir lu cet acte constitutionnel qui le dépouille de ses prérogatives et le condamnerait, en cas de décès du chef de l'État, à se présenter devant un Sénat et une Chambre des députés vraisemblablement hostiles, Pierre Laval prend connaissance du texte de l'allocution que le maréchal a décidé de prononcer le lendemain, 13 novembre, à 18h30. Français. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale m'a donné mission de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. J'achève la mise au point de cette constitution. Elle concilie le principe de la souveraineté nationale et le droit de libre suffrage des citoyens avec la nécessité d'assurer la stabilité et l'autorité de l'État. Mais je me préoccupe de ce qui adviendrait si je venais à disparaître avant d'avoir accompli jusqu'au bout la tâche que la nation m'a confiée. C'est le respect de la légitimité qui conditionne la stabilité d'un pays. En dehors de la légitimité, il ne peut y avoir qu'aventure, rivalité de factions, anarchie et lutte fracticide. J'incarne aujourd'hui la légitimité française, j'entends la conserver comme un dépôt sacré et qu'elle revienne à mon décès à l'Assemblée nationale de qui je l'ai reçue si la nouvelle constitution n'est pas ratifiée. Ainsi, en dépit des événements redoutables que traverse la France, le pouvoir politique sera toujours assuré conformément à la loi. Je ne veux pas que ma disparition ouvre une ère de désordre qui mettrait l'unité de la France en péril. Tel est le but de l'acte constitutionnel qui sera promulgué demain au journal officiel.
Français, continuons à travailler d'un même cœur à l'établissement du régime nouveau, dont je vous indiquerai prochainement les bases et qui seul pourra rendre à la France sa grandeur. Ce texte, dont Laval dira immédiatement ce n'est pas un acte politique, c'est un acte de contrition, a été préparé par le cabinet du maréchal, remanié, corrigé, soumis à Romier, revu enfin par Philippe Pétain qui, de sa main, a ajouté le dernier paragraphe, celui par lequel il lance un appel à l'union. Si la première réaction de Laval a été sarcastique, il cherche ensuite à gagner du temps. Aussi ne réclame-t-il au maréchal qu'un délai, un bref délai, afin de pouvoir mettre en condition l'opinion et négocier avec les Allemands. Enfin, Monsieur le maréchal, je relisais récemment quelques textes de vous, certains messages dans un petit livre. Vous avez été plutôt dur pour les parlementaires, et c'est vous aujourd'hui qui les appelez à l'aide. Moi, les parlementaires, je les connais, je les vois, je les traite par petits paquets, je les travaille au déjeuner. Je vous trouve pressé, monsieur le maréchal, et puis nous ne sommes pas seuls, il y a l'occupant. Cette annonce d'un retour au régime parlementaire est un véritable coup de poing dans la figure d'Hitler. Je ne sais pas comment les Allemands vont prendre cela. Vous m'avez délégué la responsabilité des rapports avec eux, j'ai aussi mon mot à dire, il ne faudrait pas tout brusquer. Philippe Pétain, dont la lucidité est ce jour-là intacte, sait parfaitement qu'un délai conduirait à l'enterrement d'un projet qui, pour exister, sinon pour réussir, doit bénéficier de la surprise et surtout vis-à-vis des Allemands. C'est une opération de politique intérieure qui ne regarde pas les Allemands. S'il convainc de prévenir les autorités occupantes, il n'y a aucune autorisation à solliciter d'elles. Je parlerai demain soir à la radio. Avant de quitter le bureau du maréchal, Laval lui conseille toutefois d'informer par courtoisie Krug von Nida, qui représente à Vichy l'autorité allemande. Je le préviendrai seulement demain, juste avant la lecture du message à la radio. À 21h30, Laval, qui s'est longuement entretenu avec plusieurs de ses collaborateurs, dont Guérard et Bousquet, à qui il dira « J'ai horreur du 13, ce chiffre porte malheur. Demain, c'est le 13 novembre. C'est le 13 décembre que le maréchal me fit interner à Châteldon. Le 13, c'est un mauvais jour. » Téléphone à Ménétrel. « Que l'on interdise, demanda-t-il, non le discours lui-même, mais l'annonce, par la radio, d'un prochain discours. Il ne sera pas tenu compte de l'observation du chef du gouvernement et dans la matinée du 13, la radio de Vichy avertira ses auditeurs de l'imminence d'un message de Pétain. Message auquel, pas plus qu'à l'acte constitutionnel, les ministres présents à Vichy, Pierre Laval, Gabold, Bichelonne, Bridoux, Bréau, Bonafous, ainsi que Rochat, Guérard, Bousquet et Ménétrel, ne trouveront officiellement rien à redire lorsqu'à 11h30 le maréchal leur en donnera communication. Mais le silence de Pierre Laval ne vaut pas approbation. Il est midi lorsque Philippe Pétain enregistre son message. Il est midi lorsque Jardel donne connaissance à Krug von Nida des textes adoptés par le chef de l'État français. Il le fait en affirmant qu'il s'agit d'une affaire de politique intérieure, qui n'affectera nullement les rapports franco-allemands. Comment le diplomate allemand pourrait-il le croire ? À peine Jardel a-t-il quitté son bureau que Krug von Nida alerte à Paris Schleyer, son supérieur direct, qui lui-même téléphone à Ribbentrop, ministère des Affaires étrangères du Reich, et à Fernand de Brinon, ambassadeur de France, à qui il demande des explications. Mais Brinon ignore tout. Sans doute, le 8 novembre, a-t-il eu une longue conversation avec le maréchal, mais celui-ci, cachant bien son jeu, l'a fait parler plus qu'il n'a parlé. Enfin, à 13h45, le voici renseigné. Depuis Vichy, en effet, Ménétrel lui a téléphoné, lui a dit ce que répète l'entourage du maréchal. Le projet ne vise pas les Allemands, mais la dissidence. Les Allemands
peuvent-ils faire obstacle à un projet hostile à la dissidence? C'est les prendre pour plus naïfs qu'ils sont. Ils vont réagir avec rapidité. À peine Brinon revint-il de chez Auberg, qui lui a fait savoir qu'il alertait Himmler, le voici appelé au téléphone par Schleyer. Comment le maréchal a-t-il osé prendre semblable initiative sans solliciter l'accord de Berlin? Que Brinon fasse immédiatement savoir à Vichy, il est 17 heures et il n'y a plus de temps à perdre, que la diffusion du message est interdite. Cependant, si le maréchal décidait de passer outre, les troupes allemandes occuperaient le studio avant l'heure de la diffusion. C'est à Laval, alors en réunion avec ses principaux collaborateurs, c'est également à Jardel que Brinon téléphone et c'est Jardel qui lui fait savoir, à 18h30, que le maréchal renonce à prononcer aujourd'hui, il ne la prononcera jamais, son allocution, mais qu'il proteste contre cet empêchement d'exercer son rôle et ses prérogatives. 3 minutes après que Bernard Ménétrel eut téléphoné à Demaison, président du Conseil national de la radiodiffusion, à Mequeux, deuxième censeur pour les questions militaires de la radio, l'appelle directement et depuis l'ambassade d'Allemagne à Paris, intime à ce fonctionnaire français l'ordre de ne pas passer le message du maréchal. Demaison va obéir à Ménétrel et à Amequeux, mais il ne pourra empêcher le speaker d'annoncer « Vous allez entendre maintenant le maréchal Pétain », annonce suivie quelques secondes plus tard, à l'immense stupéfaction des auditeurs, d'extraits de l'opérette Dédé. Le disque brutalement arrêté suit cette annonce. Le maréchal ne parlera pas ce soir. Au même instant, les journalistes étrangers accrédités à Vichy attendaient dans le hall de l'hôtel du Parc la communication du texte de l'allocution par le ministre de l'Information ou son représentant. Texte dont le chef du service de la presse étrangère va leur donner lecture après avoir fait cette courte déclaration. Il est 19h32. Depuis 2 minutes, le maréchal a commencé l'allocution suivante. La lecture est à peine achevée, les journalistes ont à peine fini de prendre des notes. C'est le cas de Robert Vaucher, correspondant de la Gazette de Lausanne, par qui nous connaissons l'incident. Il publiera son récit dans ce journal le 14 avril 1944. Qu'un jeune fonctionnaire vint informer le chef du service de presse que d'ordre de l'Allemagne, la diffusion du message est interdite et qu'est également interdite l'expédition à l'étranger des télégrammes y faisant allusion. Les journalistes ne sont pas encore séparés lorsque retentit la sonnerie du téléphone. La communication vient du cabinet Bonnefoy, secrétaire d'État à l'information. Dans le silence qui s'est établi, tous peuvent entendre une voix déclarer « Surtout, pas un mot concernant le message du chef de l'État. Le message n'existe pas, il n'a jamais existé. Vous m'entendez, il n'a jamais existé. » Pendant que se déroulent dans les studios de la radio et à l'hôtel du Parc des scènes à la limite du ridicule, mais qui ont l'avantage d'alerter des millions de Français et quelques dizaines de journalistes, le maréchal est en train de recevoir Krug von Nida, à qui il déclare tout d'abord que cette affaire ne regarde pas les Allemands. Et comme Krug von Nida proteste, Pétain, faisant allusion à l'une des plus récentes défaites allemandes en Russie, réplique « Vous ai-je demandé pourquoi vous avez évacué Jitomir ?» C'était remuer le fer dans la plaie, l'armée allemande accumulant depuis Stalingrad défaite sur défaite. Mais Pétain n'a nulle envie de prolonger la conversation. Au bout de quelques minutes, il va remettre à Krug von Nida le message suivant à l'intention du gouvernement allemand. Une communication du gouvernement allemand demande l'ajournement du message que je dois prononcer ce soir et M. de Brinon vient de me faire savoir que des mesures militaires seraient prises par les autorités allemandes pour empêcher l'émission. Je constate le fait
et je m'incline. Mais je vous déclare que jusqu'au moment où je serai en mesure de diffuser mon message, je me considère comme placé dans l'impossibilité d'exercer mes fonctions. Ajournement. Le mot était écrit. Les Allemands ayant d'ailleurs laissé entendre qu'ils désiraient étudier le problème posé par le nouvel acte constitutionnel, que leur décision d'interdiction constituait seulement la réaction d'hommes surpris et n'acceptant pas d'être placés devant le fait accompli. Krug von Nida avait pu, en toute bonne foi, émettre l'espoir que la réponse de son gouvernement interviendrait dans les 48 heures. Or, elle ne sera remise au maréchal Pétain que le samedi 4 décembre. On verra dans quelles conditions et quel est son contenu. Quittant le bureau du maréchal après l'entretien avec Krug von Nida, Ménétrel, qui avait pour les mots justes ou approximatifs un goût immodéré, s'était exclamé « Il va faire la grève sur le tas, sur l'État ». Plus exactement. Faire la grève sur l'État pour un chef encore aussi populaire que le maréchal Pétain, cela consiste tout d'abord à s'abstenir de paraître en public. Le 14 novembre, un dimanche, Philippe Pétain était donc absent de la traditionnelle cérémonie qui, pour le lever des couleurs, rassemble chaque dimanche une foule plus religieusement passionnée que politiquement enthousiaste. Comme la radio suisse a laissé entendre que le maréchal souffrait de troubles cardiaques, les Vichysois, on le sait par des écoutes téléphoniques, évoquent déjà le spectre de la maladie lorsqu'ils ont la surprise de voir paraître Canne au bras, cette canne qui est chez lui symbole de commandement bien davantage que bâton de vieillesse, le maréchal qui se dirige alors non pas vers l'église Saint-Louis, où se déroulaient toutes les cérémonies officielles, mais vers l'église Saint-Blaise, où il entre par une porte latérale et va s'asseoir au milieu des fidèles. À son retour à l'hôtel du Parc, il s'amusera à piquer sur l'uniforme de l'un de ses gardes, gêné mais impassible, l'insigne dont les quêteuses du Secours national l'ont, contre quelques francs, décoré 5 minutes plus tôt. Et puis, sans décommander toutes ces audiences, il recevra, pour le déjeuner du lundi 15, les représentants de la Turquie et de la Hongrie, accompagnés de leurs épouses. Il fait dire qu'il s'agit de réceptions intimes. « Je ne convoquerai pas les ministres, dit-il ensuite. Ils feront, s'ils le veulent, un conseil de cabinet. Mais comme je n'entérinerai pas les décisions à l'officiel, M. Laval, qui a soi-disant les pleins pouvoirs, ne pourra rien faire. M. Laval, qui a soi-disant tous les pouvoirs, a passé une partie du dimanche 14 novembre dans son domaine de Châteldon, où il règne sur l'univers qu'il aime. Quand je rentre le soir à Châteldon, je mets mes sabots, je vais voir mes poules et mes cochons, ça console des humains. Et M. Laval, qui a soi-disant tous les pouvoirs, n'ignore pas que les ennuis vont redoubler. Ainsi débute la crise du 13 novembre 1943. Crise qui durera plusieurs semaines et se dénouera à la confusion de ceux qui, après avoir pris une initiative anti-allemande, se retrouveront à la suite de l'arrivée de Darnand, d'Henriot et de Déat, soumis au bon vouloir d'une équipe gouvernementale plus qu'autrefois favorable aux Allemands. Crise qui agitera l'opinion française, aussi bien qu'étrangère, et provisoirement aura pour conséquence d'augmenter la popularité du maréchal Pétain.